Et si je vous disais qu'un colonel, maître absolu des terres et des vies, obsédé par le contrôle et la cruauté, a livré sa propre fille, Anna, en guise de punition à 7 esclaves qu'il considérait comme inférieurs à des animaux, les sans-âme des marais, que cette nuit d'humiliation planifiée allait se transformer en cauchemar défiant toute la cruauté de l'esclavage, mais pas comme il l'espérait, que de cette rencontre forcée allait émerger une vérité si troublante qu'elle fut étouffée par les murs de la plantation et les années. Voici l'histoire d'Anna, des 7 esclaves, et du colonel Pedro, un secret si sombre qu'il fut effacé des archives officielles pendant près d'un siècle. Préparez-vous, car cette vérité vous bouleversera. Si vous souhaitez en savoir plus sur les histoires qu'ils ont tenté d'effacer de l'histoire, ne partez pas sans vous abonner. Votre abonnement perpétue la mémoire de ceux qui ont souffert en silence. Aimez la vidéo dès maintenant et activez la cloche. Cela nous aide à continuer de révéler des vérités dérangeantes. Dans la ferme du colonel Pedro, le soleil brûlant n'apportait pas de chaleur, mais un lourd fardeau sur les épaules de tous, surtout d'Anna, sa fille. L'environnement était oppressant. Le coton blanc taché de sueur et de sang, l'air chargé d'une poussière terreuse, et le silence de la soumission. Anna, la fille obèse du colonel, était pour lui le reflet de ses propres faiblesses, une tache sur son héritage de force et de domination. Dès son plus jeune âge, sa carrure robuste et son tempérament rêveur contrastaient avec la rigidité attendue d'une héritière, faisant d'elle une protagoniste marginalisée, un objet constant de déception. Chaque geste maladroit d'Anna, chaque soupir mélancolique, rappelait avec force la faiblesse que le colonel méprisait tant. Lui, antagoniste tyrannique au regard glacial et à la voix cinglante, voyait en Anna non seulement un fardeau, mais aussi une menace pour son autorité incontestable, un symbole de désordre dans son royaume méticuleusement cruel. Ses tentatives pour la corriger par des régimes sévères et des humiliations publiques échouèrent à maintes reprises, et chacun des échecs d'Anne porta un coup direct à son orgueil patriarcal. La plantation, petit royaume de terreur, reflétait la tyrannie de son maître, où chaque esclave était un rouage de sa richesse et de son pouvoir, et où chaque dissident, même de sa propre chair, était impitoyablement écrasé. Anne, bien que sa fille, était mal aimée. Elle était un fardeau à écraser, une déception à corriger, présentée uniquement comme la preuve de son incapacité à dompter même sa progéniture. Dans le marais le plus isolé de la ferme, loin des regards de la maison principale et de la surveillance constante des contremaîtres, vivaient les 7 esclaves assignés aux travaux les plus brutaux et les plus inhumains. Leur corps, marqués par les cicatrices des coups de fouet et la rudesse de la vie, étaient façonnés par la boue et l'effort incessant pour extraire la canne à sucre de la terre humide. Leur peau sombre luisait sous le soleil implacable, et leurs yeux, bien qu'imprégnés d'une lassitude ancestrale, conservaient une lueur de résistance silencieuse, une flamme que le colonel Pedro, dans son aveuglement sadique, ne pouvait éteindre. Il les considérait comme les plus sauvages, les sans-âme, un groupe déshumanisé, inférieur à des animaux. Mais en vérité, là, aux marges de l'existence, ils avaient forgé une unité indestructible, un lien de fraternité que la cruauté du système ne pouvait rompre. Ils n'avaient pas de nom pour le colonel, seulement ceux du marais, mais entre eux, ils partageaient des histoires d'une Afrique lointaine, les lamentations d'une liberté perdue et le secret espoir d'un avenir encore libre. Leurs mains calleuses, accoutumées à un travail épuisant, portèrent le souvenir de générations de souffrances, mais aussi la force résiliente d'un peuple indomptable. Ils n'avaient jamais approché le manoir, sauf pour recevoir des ordres ou des châtiments renforçant leur statut, et ils n'avaient jamais rencontré la fille du colonel. C'était un pâle fantôme venu d'un monde lointain, emprisonné dans sa propre cage dorée, eux, ombre vivante d'un enfer permanent. Divisés par des gouffres sociaux, ils n'imaginaient pas que leur destin serait cruellement lié par un acte de perversion qui remettrait en cause la notion même d'humanité. L'incident qui allait sceller le sort d'Anna et des 7 esclaves eut lieu lors de la fête annuelle des moissons, un événement fastueux où le colonel Pedro étalait sa puissance et sa richesse aux planteurs voisins. Au milieu du brouhaha des rires forcés et des toasts vides,
Anna, avec son innocence maladroite et sa carrure robuste, trébucha. Le bruit d'un verre de cristal de vin importé se brisant sur le sol ne fut étouffé que par l'éclaboussure cramoisie qui tachait la robe impeccable de la femme d'un voisin influent. Un silence glacial s'abattit sur la salle, aussi lourd que l'air nocturne des Caraïbes. Les rires étouffés des quelques esclaves qui servaient dans la maison principale, vite étouffés par les regards menaçants des surveillants, et le regard méprisant du colonel Pedro, plus acéré que n'importe quel fouet, scellèrent le sort de sa fille. Pour le colonel, ce n'était pas un simple accident. C'était un affront public, une humiliation impardonnable qui révélait la faiblesse et l'indiscipline qu'il avait si désespérément cherché à éradiquer chez Anna. Il ne voyait pas en elle sa fille, mais l'écho de ses propres défauts, la preuve que son autorité n'était pas absolue, même au sein de son foyer. Le visage du colonel Pedro, endurci par le soleil et la tyrannie, se tordit en un masque de fureur contenue. « Ma fille semble ne pas comprendre le sens de l'ordre et du respect », gronda-t-il d'une voix basse mais chargée d'une menace qui glaça le sang des personnes présentes. Les invités, habitués à la cruauté de leur hôte, rirent nerveusement en détournant les yeux. Cette nuit-là, la fureur du père cruel explosa en un décret impitoyable. Il ne l'enferma pas dans une pièce, ni ne la priva de nourriture. Son châtiment serait bien plus subtil et, en même temps, infiniment plus dévastateur. Celui qui, croyait-il, briserait définitivement l'esprit d'Anna. « Tu dois apprendre à te placer », dit-il froidement, son regard glacial transperçant l'âme de sa fille. « Et je t'enseignerai d'une manière que tu n'oublieras jamais, afin que tu ressentes de tes propres yeux le poids de ta honte et l'insignifiance de ton existence. » Ce qu'il préparait était monstrueux, même selon les normes coloniales, une perversion qui transcendait le simple châtiment corporel et visait l'annihilation morale. Cette même nuit, sous la lumière fantomatique de la nouvelle lune qui perçait à peine l'épais feuillage, le colonel Pedro convoqua les 7 esclaves des marais à la maison principale. Ils furent amenés enchaînés, le corps couvert de boue et de sueur, les yeux écarquillés d'appréhension, ignorant ce qui les attendait dans la forteresse de leur maître. Anna avait déjà été traînée jusqu'au quartier des esclaves le plus isolé, une structure décrépite, sombre et infestée d'insectes, loin de toute surveillance, un endroit que le colonel visitait rarement et réservé aux plus indomptables. Là, sur le sol en terre battue, elle attendait, tremblante, ce que son père lui réservait. Devant les 7 hommes et les 2 surveillants, témoins silencieux de sa dépravation, le colonel proclama son ordre d'une voix ruisselante de venin. « Tu coucheras avec ma fille. Tu lui apprendras ce que signifie être moins que rien. Fais-lui ce que tu ferais à n'importe quel animal. » Les esclaves restèrent silencieux, le visage impassible, mais leurs yeux, empreints du souvenir d'une Afrique lointaine et de la douleur d'une vie de servitude, révélaient une terreur profonde. Ce n'était pas la peur pour leur propre vie, mais pour l'abomination qui leur était infligée. La honte d'Anna, pour le colonel, serait l'humiliation d'être traité comme un objet, comme sa propriété, et ce châtiment devait être infligé par ceux qu'il considérait comme les plus bas de sa hiérarchie. Anna, dans les quartiers des esclaves, entendit les mots, l'écho de la voix de son père perçant les murs fins, et un cri d'horreur s'échappa de sa gorge. Elle supplia, pleura, frappa à la porte. « C'est de la folie, c'est un péché, c'est un crime odieux. » Mais le colonel Pedro se contenta de rire, d'un rire sec et cruel qui sembla aspirer tout l'air de la pièce. « Crime ? Je suis la loi ici. Vous voulez vous sentir supérieur aux esclaves ? Alors vous apprendrez que pour moi, vous êtes tous égaux, ma propriété, à utiliser comme bon me semble. » Les 7 esclaves, les poings serrés et les yeux rivés au sol, ressentaient le poids de cet ordre monstrueux. L'humiliation n'était pas uniquement destinée à Anna. Elle visait également à détruire toute trace d'humanité en eux, les forçant à devenir les instruments de la perversion du colonel. Il quitta les quartiers des esclaves, verrouilla la porte en bois pourri avec un loquet rouillé, et dehors, les surveillants montèrent la garde, veillant à ce que l'ordre soit exécuté et que la nuit de terreur se déroule comme prévu. Dans le quartier sombre et fétide des esclaves, Anna tremblait, blottie dans un coin reculé. L'odeur de terre humide, de sueur et de désespoir remplissait l'air. Les 7 esclaves, enchaînés, furent poussés à l'intérieur,
leurs yeux s'attardant sur la silhouette pâle et corpulente de la fille du colonel. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel cri, lourd de l'attente de l'ordre monstrueux qui leur était imposé. Ils étaient les sauvages du Marais, déshumanisés par le colonel, mais là, devant cette femme à la fois bourreau et victime potentielle, une étincelle d'humanité persistait. Leur regard n'exprimait ni désir ni cruauté, mais une profonde appréhension partagée. L'un des esclaves, un homme aux épaules larges et au visage profondément marqué, que les autres appelaient Zeka, s'avança. Sa voix, rauque après des années de cris et de silence, emplit l'espace. « On ne la touchera pas, madame. » Anna leva les yeux, incrédule. La sentence, prononcée sur un ton qui défiait la mort elle-même, était un acte de résistance qu'elle n'avait jamais imaginé. « Mais, mon père, il te tuera, » murmura-t-elle d'une voix brisée. Zeka la regarda dans les yeux, avec une profondeur de souffrance et de dignité qu'Anna n'avait jamais vue. « Je préfère mourir avec le peu d'honneur qui me reste que de devenir le monstre qu'il veut que je sois. » C'était la première fois qu'Anna assistait à un acte de rébellion véritable et silencieuse. Elle, la fille du riche colonel, et eux, les captifs les plus méprisés, étaient unis par le refus d'être les instruments de la perversion d'un homme. Cette nuit-là, il n'y eut aucune violence. On entendait des conversations chuchotées sur la brutalité du colonel, la liberté perdue, les rêves brisés et la conviction inébranlable que, même en enfer, l'humanité pouvait résister, tissant un fil invisible de complicité et de respect. Mais le colonel Pedro refusait de croire la vérité. Au matin, le colonel Pedro ouvrit la porte du quartier des esclaves, s'attendant à une scène d'humiliation extrême, preuve ultime de son pouvoir absolu sur Anna et les esclaves. Anna était débraillée, les yeux gonflés par les pleurs, assise dans un coin face aux hommes, la tête baissée, le visage impassible. La mascarade parut convaincante aux surveillants qui attendèrent dehors. « C'est fait, colonel », dit Zeka d'une voix caverneuse, son ton semblant refléter l'épuisement d'une nuit de terreur silencieuse. Le colonel examina Anna de son regard cruel, à la recherche d'un signe de résistance, mais ne trouva que ce qu'il interpréta comme un effondrement de son esprit. « Bien, maintenant vous avez appris à connaître votre place », sourit-il, une satisfaction perverse dansant sur ses lèvres. Les 7 esclaves furent renvoyés dans les marais, sous surveillance renforcée, tandis qu'Anna était ramenée de force à la maison principale, où elle reprit son rôle de fille à charge. Cependant, quelques semaines plus tard, une vérité troublante commença à éclater. Anna découvrit qu'elle était enceinte. La panique la saisit. Bien que la nuit dans le quartier des esclaves ait été celle de la résistance plutôt que de la violence, Anna savait que, lors d'autres nuits de contrôle et d'humiliation, le colonel l'avait déjà traitée comme l'une de ses possessions les plus intimes, un corps à posséder pour affirmer sa domination. L'enfant était de lui, mais comment l'expliquer? Lorsque le colonel Pedro apprit la grossesse, il sourit avec une satisfaction encore plus perverse. « Mon expérience a donc réussi. La lie du Marais a donné naissance à un héritier pour ma maison. » Il croyait que l'enfant était le fruit de cette nuit, la considérant comme la preuve irréfutable de son pouvoir absolu et de la dégradation totale de sa fille. Anna comprit. La vérité importait peu. Son récit était la seule réalité. Lien secret et plan d'évasion. 10h30, 13h. La grossesse, bien que source de peur et d'incertitude, insuffla à Anna un courage qu'elle ignorait. Poussée par le besoin de protéger l'enfant qui grandissait dans son ventre et par le souvenir de la dignité des 7 esclaves, elle se mit en quête secrète de Zeka. Leur rencontre eut lieu au fond de la vieille chapelle abandonnée de la ferme, un lieu oublié par le colonel, où la nature sauvage commençait à reprendre ses droits. Zeka, avec l'aide de ses compagnons, apporta à Anna des tisanes que sa grand-mère, guérisseuse parmi les esclaves, préparait pour soulager les maux de grossesse. Anna, à son tour, utilisa les livres interdits qu'elle lisait en secret pour apprendre à Zeka à perfectionner son écriture, traçant des lettres dans la terre humide ou sur des bouts de papier de contrebande. Une amitié profonde et improbable naquit entre eux, bâtie sur une souffrance partagée et une résistance silencieuse. Zeka révéla qu'un plan d'évasion collectif était organisé par les esclaves de plusieurs fermes de la région, mené par un rebelle légendaire connu sous le nom de Duty.
Le plan était de partir dans quelques mois, profitant de la saison des pluies. « Vous pouvez venir avec nous, mademoiselle », proposa-t-il, les yeux emplis de la promesse d'un avenir incertain mais libre. « Toi et l'enfant. Le colonel ne vous laissera jamais partir, ni vous, ni votre enfant. C'est un monstre. Il les utilisera comme preuve de sa cruauté. » Anna hésita. Fuir signifiait abandonner tout ce qu'elle connaissait, même une prison dorée, devenir une fugitive, être traquée sans relâche. Mais rester signifiait élever une enfant sous la domination d'un monstre, condamnée à une vie d'humiliation et de servitude, quelle que soit sa couleur de peau. La décision appartiendrait au destin. Les mois s'écoulèrent, avec la grossesse d'Anna. Chaque jour, un compte à rebours vers un destin incertain. La plantation grouillait de la tension silencieuse de l'oppression, mais aussi des murmures d'une révolte qui couvait dans les marais et les quartiers des esclaves. Anna, le corps de plus en plus lourd et le cœur déchiré entre la peur et une détermination retrouvée, sentit les douleurs de l'accouchement s'annoncer dans une nuit d'orage. Seule la vieille guérisseuse des esclaves, Amma, la mère de Zeka, osa s'approcher du manoir pour l'aider, son regard sage lisant dans les entrailles de la terre et dans les signes du corps d'Anna, un avenir que le colonel ne pourrait contrôler. Au milieu d'un tonnerre qui semblait annoncer la fin des temps, Anna donna naissance à une fille. Le premier cri de l'enfant, aigu et puissant, perça l'obscurité de la pièce. Amma, les mains calleuses, nettoya le nouveau-né et le tendit à Anna. La jeune fille avait la peau pâle comme l'ivoire, de fins cheveux blonds comme le soleil des Caraïbes, et des yeux bleus qui reflétaient ceux d'Anna et, indéniablement, ceux du colonel Pedro. Elle était la fille biologique du tyran, un fait qui, pour Anna, était à double tranchant. La preuve de son innocence cette nuit-là dans le quartier des esclaves, mais aussi un lien indéfectible avec son bourreau. Lorsque le colonel Pedro fut informé de la naissance, et avec son arrogance habituelle, entra dans la pièce pour inspecter sa nouvelle propriété, son visage durci se tordit en un masque de fureur sauvage à la vue de l'enfant. « C'est impossible. Vous m'avez trompé. Vous et ce maudit esclave avez monté ce coup pour vous moquer de moi. » rugit-il, sa voix résonnant sur les murs comme le tonnerre. Anna, épuisée par l'accouchement, mais dotée d'une force venue du plus profond d'elle-même, rassembla tout son courage. Serrant le bébé contre sa poitrine, elle le fixa, ses yeux bleus brillant d'une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Cet enfant est à vous, colonel. À moi, à vous. Je n'ai jamais touché Zeka. Vous m'avez forcé à le garder, mais nous avons résisté. C'est votre fille, votre sang. C'est la preuve que votre cruauté n'a pas pu tout détruire. » Le récit de contrôle absolu du colonel Pedro avait volé en éclats en un instant. Sa perversion, son plan d'humiliation, tout s'effondra devant la vérité indéniable de la paternité et de la résistance silencieuse. « Alors vous vous êtes moqué de moi, » gronda-t-il, la haine embrasant son regard. « Je vous tuerai tous les deux, vous, l'enfant et l'esclave qui a osé défier mes ordres. » Anne serra le bébé encore plus fort. « Tuez-moi si vous voulez, mais cet enfant est votre sang, colonel, et elle sera libre. » Cette nuit-là, tandis que le colonel Pedro aboyait ses ordres de punition et de vengeance, les tambours, jusque-là étouffés, commencèrent à battre un rythme pressant et inexorable au cœur des quartiers des esclaves, annonçant que la révolte planifiée de longue date allait éclater. La fureur du colonel Pedro, exacerbée par la révélation de sa paternité et la désobéissance d'Anna, l'aveugla aux signes imminents de la tempête qui se préparait. Il avait ordonné la pendaison publique de Zeka à l'aube, pour montrer son autorité incontestée et punir celui qu'il croyait être le complice d'Anna. La sentence devait être exécutée dans la cour de la ferme, un spectacle macabre destiné à terrifier les autres captifs. Cependant, avant même que les premiers rayons du soleil n'atteignent l'horizon, et avant même que l'exécution n'ait lieu, le sol trembla. Ce ne fut pas un tremblement de terre, mais l'écho de centaines de pas en course, de cris de liberté s'élevant des profondeurs du quartier des esclaves. La rébellion planifiée par Duty, le légendaire chef Quilombola et Zeka, était anticipée. Une cinquantaine d'esclaves, armés de machettes acérées, de torches improvisées et d'une fureur accumulée au fil des générations, attaquèrent le manoir. Le feu, symbole de purification et de destruction, consuma les champs de canne à sucre,
les flammes dansant dans le ciel nocturne tandis que les cris de liberté ou mort résonnaient dans la nuit, mêlés au bruit de la lutte et du désespoir. Le colonel Pedro, pris au dépourvu par le chaos, tenta de fuir en rampant dans les couloirs en flammes, mais il fut intercepté par Duty et Zeka, qui l'attendaient à la sortie de service. « Votre règne de terreur est terminé, colonel », proclama Duty d'une voix grave et ferme. « La loi nous appartient désormais. » Alors que la ferme brûlait, Anna, tenant Liberté dans ses bras, le bébé qu'elle avait baptisé en secret, fut trouvé par Zeka dans la chapelle semi-abandonnée, le seul endroit qui semblait épargné par le brasier qui se déroulait. Leurs regards se croisèrent, promesse silencieuse d'un avenir incertain mais partagé. « Venez avec moi. » « Maintenant, » dit-il en lui tendant la main. Elle n'hésita pas. Ensemble, le bébé dans les bras, ils s'enfuirent vers les montagnes, vers le Quilombo qui deviendrait leur nouveau foyer, laissant derrière eux le monde de la tyrannie et de la douleur. Le colonel Pedro fut jugé par les esclaves eux-mêmes dans un tribunal improvisé, éclairé par les flammes de leur propre destruction. Sa sentence fut prononcée par Duty et Zeka. Abandonné et enchaîné dans la maison en flammes, il mourrait comme il avait vécu, entouré de la destruction qu'il avait lui-même provoquée, le feu purifiant la terre de son mal. La colonie n'oublierait jamais cette nuit de terreur et de libération, mais les archives officielles, dans leur tentative d'effacer la honte, la réduiraient au silence et la réécriraient. L'exode de la ferme en flammes emmena Anna, la petite Liberté bercée dans ses bras, et Zeka en tête, au cœur des montagnes. Avec eux, des dizaines d'anciens esclaves, libérés par le feu et la fureur de la révolte, suivirent les sentiers sinueux sous la conduite de Duty, le stratège légendaire, et désormais aussi de Zeka, dont l'acte de défier le colonel Pedro avait consolidé sa position parmi les siens. Le voyage fut ardu, marqué par la faim, la fatigue et la peur constante d'être traqué par les Capitanos do Mato, chasseurs de gibier, qui allaient bientôt partir à leur recherche. Pourtant, la promesse de liberté, murmure persistant dans le vent, guidait chaque pas. Ils atteignirent une vallée cachée, refuge naturel protégé par une forêt dense et des ruisseaux aux eaux cristallines, où la topographie accidentée offrait une barrière quasi impénétrable contre le monde extérieur. C'est là qu'un Quilombo naquit, une communauté bâtie non pas sur des briques et du mortier, mais sur une volonté inébranlable de vivre librement. La vie dans les montagnes était un défi quotidien, mais aussi une célébration de l'autonomie. Loin des fouets et des ordres cruels, ils cultivaient la terre librement, plantant du maïs, des haricots et du manioc, en s'appuyant sur le savoir ancestral que le colonel avait tenté d'éradiquer. Les huttes étaient construites avec des troncs et des feuilles de palmier, et le sens de la communauté était palpable. Chacun avait son rôle. Chaque voix était entendue lors des conseils sous le grand arbre central. Zeka, fort de sa force et de sa sagesse, devint l'un des piliers du Quilombo, travaillant sans relâche aux côtés de Duty pour organiser la défense, l'agriculture et la vie sociale. Sa voix, autrefois réduite au silence par l'oppression, résonnait désormais d'autorité et de respect. Anna, la dame blanche, qui avait choisi la liberté plutôt que la captivité dorée, trouva sa raison d'être. Son éducation, autrefois perçue comme un fardeau inutile par son père, devint un outil d'autonomisation. Elle utilisa son savoir pour apprendre aux enfants du Quilombo à lire et à écrire, traçant des lettres dans le sable et sur des feuilles de bananier, leur ouvrant un monde de possibilités qui leur avait été refusé. Les histoires qu'elle leur lisait ne parlaient pas de rois et de reines européens, mais de légendes africaines racontées par Ama, la grand-mère de Zeka, mêlées aux récits de résistance qui y étaient nés. Liberté, la jeune fille blonde aux yeux bleus, grandit comme un symbole vivant de cette nouvelle ère. Aimée de tous, elle prouva que la vie pouvait s'épanouir même sous les cendres de la tyrannie. Anna et Zeka ne devinrent jamais amants. La nuit passée dans les quartiers des esclaves, bien que marquée par la résistance, avait laissé une trace traumatisante qui les unissait de manière plus profonde et plus complexe. Leur lien était celui d'une amitié forgée dans les flammes de l'adversité, un respect mutuel qui transcendait les conventions sociales et raciales imposées par le monde extérieur. Elles étaient confidentes, compagnes d'armes, gardiennes d'une vérité que le monde peinait à oublier. Un après-midi des années plus tard,
Alors qu'elle regardait Liberté jouer avec d'autres enfants quilombos, Anna se tourna vers Zeka, les yeux emplis d'une émotion que les mots pouvaient à peine contenir. « Tu as sauvé mon humanité cette nuit-là, Zeka, » dit-elle d'une voix brisée. « Quand mon père a voulu me réduire à l'insignifiance, tu m'as montré que la dignité pouvait exister même en enfer. » Zeka, avec un doux sourire, lui toucha l'épaule. Ses yeux, qui avaient vu tant d'obscurité, brillaient maintenant d'une lumière sereine. « Et tu as sauvé les miens, Anna. Tu m'as rappelé que l'espoir ne meurt jamais, même lorsqu'on essaie de nous transformer en monstres. » Elles savaient toutes deux qu'elles avaient survécu non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, construisant un sanctuaire de dignité au milieu de la barbarie. Mais le monde colonial, avec sa soif de pouvoir et son besoin d'effacer les traces de sa propre cruauté, ne permettrait pas que cette histoire soit racontée. Et, de fait, le monde colonial ne le permit pas. La couronne portugaise et ses représentants dans la colonie, apprenant la révolte sur la plantation du colonel Pedro, bien que la version officielle fût soigneusement occultée, se mobilisèrent avec une efficacité brutale pour étouffer toute trace de vérité. Il était impératif de maintenir l'ordre, le récit du contrôle et la suprématie blanche. L'existence d'un quilombo dirigé par des esclaves et d'une maîtresse blanche constituait un affront inacceptable au pouvoir, une fissure dangereuse susceptible d'inspirer de nouvelles rébellions. Les archives officielles furent méticuleusement réécrites et manipulées. Anna, la fille du colonel, fut officiellement déclarée morte dans l'incendie de la plantation, son corps prétendument carbonisé aux côtés de son père. Cette version commode servit à effacer son déshonneur et à justifier la répression qui s'ensuivit. Zeka, quant à lui, figurait sur les mandats de perquisition comme un dangereux fugitif, un chef rebelle à traquer et à exécuter publiquement pour l'exemple. Son histoire de résistance et d'humanité fut déformée en une caricature de sauvagerie et de criminalité, de sorte que personne ne put percevoir en lui la dignité dont Anna avait été témoin. Et la fillette, Liberté, l'enfant à la peau claire et aux yeux bleus, preuve vivante de la vérité et du mensonge, n'eut tout simplement jamais existé dans les archives officielles. Sa naissance fut effacée, son existence niée, comme si le souffle de liberté qu'elle représentait pouvait être réduit au silence par la plume du greffier. Des années plus tard, les quelques lettres qu'Anna parvint à envoyer secrètement à des parents éloignés en Europe, dénonçant les horreurs de l'esclavage, la méchanceté de son père et le courage de ceux qui luttaient pour la liberté, furent interceptées, confisquées et brûlées par les autorités métropolitaines. L'affaire de la plantation du colonel Pedro fut délibérément effacée de l'histoire officielle, car elle révélait la corruption morale de l'élite coloniale d'une manière qui remettait en cause les fondements mêmes du système esclavagiste. Exposer la vérité, la cruauté du colonel, la résistance silencieuse des esclaves, le choix d'Anna pour la liberté et le déni de paternité de liberté, reviendrait à démasquer l'hypocrisie qui soutenait l'Empire. Ce serait admettre que les prétendus sauvages possédaient une humanité et une moralité que les propriétaires de plantations civilisées avaient depuis longtemps perdues. Pendant des décennies, seules des rumeurs murmurées subsistèrent parmi les quilombolas et quelques abolitionnistes, des histoires racontées en secret, transmises de bouche à oreille, telles les germes d'une vérité interdite. La ferme du colonel Pedro devint un lieu maudit, ses ruines envahies par la forêt, témoignage silencieux d'une tragédie que l'histoire officielle refusa de reconnaître. Ce n'est qu'en 1890, près d'un siècle après les événements, qu'un historien abolitionniste européen, se plongeant dans les atrocités de l'esclavage dans les colonies portugaises, retrouva des fragments de journaux intimes, cachés dans de vieilles archives, et des témoignages oraux d'anciens esclaves âgés, ayant participé à la révolte. Ces pièces éparses du puzzle, bien qu'incomplètes, commencèrent à reconstituer le véritable récit, révélant les contours d'une histoire que la couronne avait tenté d'enterrer à jamais. La vérité était enterrée, mais pas morte. Des décennies se sont écoulées dans les montagnes, tissant de nouvelles histoires et cicatrisant les anciennes. Le Quilombo, autrefois refuge précaire, s'est transformé en une communauté résiliente et autonome, un phare de liberté au milieu des ténèbres de l'oppression coloniale qui persistait dans les plaines. Les huttes de boue et de paille
ont cédé la place à des habitations plus robustes. Les champs cultivés se sont étendus, et les sentiers, autrefois secrets, sont devenus des itinéraires bien définis, où les enfants couraient et où résonnait le bourdonnement de la vie libre. La connaissance des herbes d'Ama, la sagesse stratégique de Duty et la persévérance de Zeka dans l'organisation ont façonné un sanctuaire où la culture africaine et l'espoir d'un avenir digne se sont entremêlés. Liberté, la jeune fille blonde aux yeux bleus, née sous l'ombre de la tyrannie et de la révolte, n'était plus une enfant. Elle devint une femme libre et forte, marchant fermement sur la terre que ses parents avaient conquise au prix de tant de souffrances. Sa peau, autrefois pâle, avait pris l'or du soleil des montagnes, et ses yeux bleus, autrefois reflets de l'angoisse d'Anna, brillaient désormais de l'intelligence et de la détermination d'une chef de communauté. Elle était la preuve vivante que la fusion des mondes, libérés de la violence, pouvait créer une identité nouvelle et puissante. Elle épousa un jeune guerrier Quilombo et devint mère de 3 enfants, dont le regard curieux s'imprégnait des récits de résistance racontés à la lueur du feu de camp, découvrant le courage de leurs ancêtres et la valeur inestimable de la liberté. Liberté parlait avec l'éloquence qu'Anna lui avait inculquée et la sagesse pratique que Zeka et Duty lui avaient transmise, guidant son peuple avec un mélange de compassion et de fermeté, veillant à ce que les enseignements de ses parents et le sacrifice de tant de personnes ne soient pas vains. Par un après-midi tranquille, à l'ombre généreuse d'un vieux manguier qui produisait des fruits sucrés depuis des générations, Anna, déjà âgée, ses cheveux blancs encadrant un visage marqué par les rides du temps et de l'expérience, était assise à côté de Zeka. Lui aussi était âgé, son corps encore vigoureux, mais son regard, témoin de la transition d'esclave à chef, exprimait désormais la sérénité de celui qui a accompli sa mission. Le silence entre eux était apaisant, imprégné de la douce brise et des sons lointains du quilombo vibrant de vie. Anna se tourna vers Zeka, un léger sourire mélancolique aux lèvres. « Ça en valait la peine, Zeka ?» demanda-t-elle d'une voix rauque sous l'effet de l'âge, mais emplie d'une profonde réflexion sur les décennies de lutte, de perte et de victoires silencieuses. Toute la douleur, toute la peur, l'abandon de tout ce que nous connaissions, ça valait la peine d'arriver ici. Zeka regarda le quilombo florissant qui s'étendait en contrebas, les enfants qui couraient et les voix qui chantaient, et Liberté, sa fille de cœur, qui enseignait à ses propres enfants sous un arbre voisin. Son regard, qui avait autrefois porté le souvenir d'une Afrique perdue et la douleur de 1000 coups, irradiait désormais une paix profonde. « Chaque jour de liberté vaut une vie de chaîne, Anna, » répondit-il d'une voix grave et calme. « Le colonel Pedro voulait nous détruire. Il voulait nous voir brisés, humiliés, réduits à l'état de simples outils. Mais nous ne l'avons pas fait, nous avons résisté. Et ce que nous avons construit ici, Anna, c'est ce qu'il n'a jamais eu. Une communauté d'amour, de respect et de dignité. Une famille qu'il n'a jamais pu comprendre. » Anna sourit, ses yeux bleus humides, non pas de tristesse, mais d'une profonde gratitude et d'une certitude inébranlable. Le colonel Pedro avait échoué dans sa méchanceté. Ils avaient gagné en restant humains. Ils ont gagné en restant humains. C'est la vérité que le système colonial a tenté par tous les moyens d'effacer. Anna, la fille du colonel Pedro, une figure qui aurait dû être protégée par son sang et son statut, a été soumise à un châtiment inhumain, une dégradation destinée à briser son esprit et sa dignité. Son père, un monstre déguisé en propriétaire terrien, ne la voyait que comme un objet à modeler, un miroir de ses propres défauts à polir avec la plus abjecte cruauté. Zeka et les 6 autres esclaves, à leur tour, ont été contraints à une situation impossible, un choix entre leur propre honneur et la vie de leurs proches. La menace de voir Ama, la mère de Zeka, fouettée à mort, ou d'assister à l'anéantissement de leurs compagnons d'esclavage, planait sur eux comme une condamnation inéluctable. Ils étaient contraints de devenir les instruments de la méchanceté de leur maître, complices involontaires d'un plan sadique visant à détruire non seulement Anna, mais aussi la dernière étincelle d'humanité en chacun d'eux. Mais au milieu de cette obscurité abyssale, la nuit dans le quartier des esclaves, que le colonel Pedro imaginait comme l'apogée de sa tyrannie et le comble de sa honte, se transforma en un acte de résistance silencieuse et puissante. Anna,
la fille obèse qu'il méprisait tant, et Zeka, le esclave sans âme, qu'il considérait comme moins qu'un animal, choisirent de préserver leur humanité. Contre-attaque morale défiant toutes les attentes du monde colonial, ils refusèrent de succomber à la barbarie imposée, optant pour la compassion, le respect mutuel et une dignité inébranlable, même lorsque le système qui les entourait célébrait l'inhumanité comme une vertu, un pilier inébranlable de leur existence. Cette nuit ne fut pas celle de l'horreur face à la violence que le colonel espérait instiller, mais plutôt celle de leur propre perversité, confrontés et finalement vaincus par la dignité inébranlable des opprimés. Ce fut une nuit où la lumière de la résistance alluma une flamme qui ne s'éteindra jamais. L'histoire d'Anna et Zeka, de la naissance de liberté, du quilombo florissant dans les montagnes comme sanctuaire d'espoir, fut effacée non par hasard, mais par un calcul froid et délibéré des autorités coloniales portugaises. Elle révéla des vérités trop inconfortables pour être tolérées, des vérités susceptibles de déstabiliser l'ensemble du pouvoir et l'ordre social établi. Le récit officiel se devait de maintenir l'image que les propriétaires de plantations étaient civilisés et justes, et que les esclaves, par nature, étaient des êtres inférieurs, des sauvages ayant besoin de discipline et du joug de la civilisation. Mais la vérité était tout autre, d'un contraire troublant. Les maîtres coloniaux, dans leur quête insatiable de pouvoir, de richesse et de contrôle absolu sur les vies et les corps, étaient les véritables sauvages, dénués de toute moralité, commettant des actes qui choquaient toute notion de décence et d'humanité. Cette histoire a révélé l'hypocrisie brutale et la cruauté intrinsèque du système esclavagiste colonial, une tache indélébile sur la façade de civilité et de progrès que la couronne tentait de projeter au monde. Elle a démontré que la résistance existait même dans les recoins les plus sombres, au cœur des opprimés, transformant l'enfer en berceau d'espoir et en incubateur de liberté. Que l'amour, la dignité et la solidarité pouvaient survivre et même s'épanouir au cœur de la barbarie la plus extrême, défiant la logique de l'oppression et prouvant l'invincibilité de l'esprit humain. Les autorités portugaises ont occulté cette affaire pendant des décennies, brûlant des lettres, réécrivant des documents et réduisant au silence les témoins, car l'existence d'une Anna qui avait choisi la liberté plutôt qu'une captivité dorée, d'une Zeka qui avait non seulement résisté, mais mené une révolte victorieuse, et d'une liberté, preuve vivante que l'humanité ne céderait pas, constituait une menace directe pour leur hégémonie et leur discours de supériorité. La vérité sur la plantation du colonel Pedro, la révolte et la naissance de liberté, était un témoignage vivant et indéniable que la barbarie ne résidait pas chez les esclaves, chez les sans-âme, mais chez ceux qui les asservissaient, chez ceux qui se proclamaient maîtres et possesseurs de vie, de destins et d'âme. C'était la preuve irréfutable que l'humanité, dans son essence la plus pure et la plus résiliente, résidait chez ceux qui luttaient pour la liberté et la dignité, et non chez ceux qui les niaient et les écrasaient sous le poids de la force. Cette histoire, enfin exhumée des décombres du silence et de l'amnésie imposée, nous rappelle avec force que la mémoire est une arme contre l'injustice, et que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, finit toujours par émerger et exiger justice et reconnaissance. Trouve toujours un moyen de surgir et de crier justice et reconnaissance. Et maintenant je vous le demande, combien d'histoires comme celle d'Anna, Zeka et Liberté ont été effacées de la mémoire collective pour protéger des réputations ternies et maintenir la façade d'un ordre social intrinsèquement pervers? Combien de noms ont été effacés des livres? Combien de vies ont été réduites au silence dans des archives poussiéreuses, simplement parce que la vérité de leur existence et de leur souffrance était gênante? Un affront direct au récit de pouvoir et de supériorité que les colonisateurs et leurs héritiers cherchaient à immortaliser. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'un schéma systémique de dissimulation, d'une tentative constante de réécrire l'histoire à l'image des vainqueurs, des oppresseurs, de ceux qui ont manié la plume et le fouet. Chaque page brûlée, chaque témoignage ignoré, chaque document falsifié, était une brique dans le mur de l'oubli, érigée pour emprisonner non seulement les corps, mais aussi les âmes et les souvenirs de millions de personnes qui ont souffert sous le joug de l'esclavage. Combien de vérités sont encore enfouies,
attendant d'être révélé par quelqu'un d'assez courageux pour fouiller les profondeurs du passé, pour exhumer les murmures de ceux qui ont été réduits au silence. Combien de cris de douleur, combien de chants de résistance, combien d'actes d'humanité au cœur de la barbarie attendent le moment d'être révélés, défiant l'amnésie imposée et revendiquant leur place dans le tissu complexe de l'histoire. La quête de ces vérités n'est pas un simple exercice académique, c'est un impératif moral, une façon d'honorer la mémoire de ceux qui ont été déshumanisés, de reconnaître la résilience d'un esprit humain qui a refusé d'être brisé, même face à la plus abjecte cruauté. C'est un acte de justice envers les générations passées et un avertissement pour les générations futures, nous rappelant que le silence est complice et que l'ignorance est une arme aux mains des oppresseurs. Si cette histoire vous a touché, si la saga d'Anna, Zeka et Liberté a touché votre conscience et éveillé en vous un sentiment d'indignation et d'urgence, alors ne la laissez pas s'éteindre à nouveau. Ne laissez pas triompher les efforts séculaires pour effacer ces voix. Votre réaction, votre attention, votre volonté d'affronter ces vérités dérangeantes sont la garantie que la flamme de la mémoire restera allumée. Nous ne sommes pas de simples spectateurs du passé. Nous sommes les gardiens de sa mémoire, et nous avons la responsabilité de veiller à ce que les leçons tirées de la souffrance et de la résistance ne soient pas oubliées, mais qu'elles résonnent à travers le temps, façonnant un avenir plus juste et plus humain. Cette chaîne existe pour être cette voie, pour faire le pont entre le passé passé sous silence et le présent conscient. Pour exhumer les récits commodément passés sous le tapis de l'histoire officielle, non pas pour glorifier la douleur, mais pour célébrer l'indomptable capacité humaine à résister, à aimer, à construire, même dans les conditions les plus difficiles. C'est pourquoi votre participation est essentielle. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions poursuivre notre voyage de découverte, afin que d'autres histoires comme celle d'Anna et Zeka puissent être racontées, sauvées de l'oubli et présentées à un public qui en a besoin. Activez la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vérité émerge et ainsi rejoindre cette communauté qui refuse d'ignorer le passé. Et surtout, partagez cette vidéo et toutes les autres que vous trouverez ici, avec ceux qui ont besoin de connaître les vérités qu'ils ont tenté de dissimuler. Partagez-la avec vos amis, votre famille et sur les réseaux sociaux. Chaque partage est un acte de résistance contre l'effacement, un multiplicateur de mémoire, une graine de conscience qui peut germer dans bien d'autres cœurs et esprits. C'est le moyen le plus puissant de garantir que ces histoires ne se perdent pas à nouveau dans l'oubli, mais qu'elles gagnent en force, en résonance et en inspiration, jusqu'à la prochaine histoire, où nous découvrirons un autre chapitre de l'humanité, déformé ou nié. Et n'oubliez jamais, ne laissez jamais l'histoire être détournée par ceux qui la craignent ou qui en ont honte. L'histoire, dans son essence la plus pure et la plus brutale, avec toutes ses ombres et ses lumières, avec toute sa souffrance et sa gloire, appartient à ceux qui ont le courage de la raconter, de l'affronter, d'en tirer des leçons, et non à ceux qui tentent de l'enterrer sous le poids du silence et de la commodité. Que la vérité soit toujours notre boussole. Que la vérité soit toujours notre boussole. C'est avec ce postulat que nous explorons les labyrinthes du passé, non pas pour revivre la douleur pour elle-même, mais pour démêler les couches complexes d'une histoire systématiquement déformée, étouffée et, bien souvent, effacée. La saga d'Anna, Zeka et Liberté n'est pas seulement un récit isolé de cruauté et de rédemption. C'est un microcosme, un miroir vivant des innombrables récits oubliés sous la poussière des archives coloniales, attendant patiemment une voix qui ose les raconter. Le système colonial portugais, soucieux de maintenir l'ordre et le récit de sa propre supériorité morale, a recouru à une violence non seulement physique, mais aussi épistémique, effaçant l'existence de quilombos prospères, de rébellions victorieuses et d'actes d'humanité défiant la logique de la déshumanisation. Le colonel Pedro ne fut pas le seul à tenter d'effacer l'histoire. Sa cruauté n'était qu'une facette d'un système bien plus vaste, s'étendant des fermes les plus reculées aux tribunaux métropolitains de Lisbonne. Des documents furent brûlés, des témoins réduits au silence et la mémoire collective manipulée pour construire un passé commode, où la résistance était perçue comme de la sauvagerie et l'oppression comme de la civilité. L'histoire officielle,
écrite par les vainqueurs, était un outil de contrôle, destiné à justifier l'injustifiable et à perpétuer la domination. Mais, comme le montre l'histoire d'Anna et Zeka, l'esprit humain est résilient, et la vérité, malgré tous les efforts déployés pour l'enfouir, possède une force intrinsèque qui la pousse à émerger. Chaque fragment de journal intime, chaque murmure transmis de génération en génération, chaque légende racontée à la lueur du feu, était un acte de défiance contre cet effacement, une graine de mémoire plantée dans l'espoir d'un avenir où la vérité pourrait enfin s'épanouir. L'héritage de l'esclavage et du colonialisme résonne encore dans notre société, se manifestant par des inégalités structurelles, des préjugés profondément ancrés et la marginalisation persistante de groupes historiquement opprimés. Comprendre des histoires comme celle d'Anna et de Zeka n'est pas seulement un exercice de mémoire, mais une étape fondamentale pour démanteler les séquelles néfastes de ce passé. Cela signifie reconnaître que la résistance n'était pas un événement isolé, mais une constante, une flamme qui brûlait dans des cœurs comme ceux de Zeka et de Duty, et qui s'est transmise aux nouvelles générations, comme Liberté, devenue leader de son peuple. Cela signifie comprendre que l'humanité n'était pas seulement du côté de ceux qui détenaient le pouvoir, mais qu'elle s'épanouissait souvent avec une intensité encore plus grande chez ceux qui étaient déshumanisés, mais refusaient de perdre leur essence. La vérité est un phare qui éclaire non seulement le passé, mais aussi le chemin vers l'avenir. Elle nous invite à remettre en question les récits dominants, à rechercher les voies réduites au silence, et à construire une compréhension plus juste et plus complète de qui nous sommes et d'où nous venons. L'histoire d'Anna, la fille du colonel qui refusa d'être un simple pion dans un jeu de pouvoir pervers, de Zeka, l'esclave qui trouva la force de mener une révolte et de bâtir une communauté d'amour, et de Liberté, l'enfant né au milieu de la barbarie et devenu un symbole vivant de liberté, témoignent indéniablement de cette capacité de résilience. Elle nous rappelle que la dignité ne se vole pas, elle se donne, et que le choix de rester humain, même dans les circonstances les plus inhumaines, est la forme de résistance la plus puissante. Ainsi, l'engagement de cette chaîne va au-delà du simple récit. C'est un appel à l'action, à une réflexion permanente sur les vérités qui restent à révéler et à comprendre. C'est un effort pour que les leçons du passé ne soient pas perdues, que les voix de ceux qui ont souffert et résisté soient entendues, et que la mémoire devienne une force agissante pour construire un monde plus juste. La boussole de la vérité nous guide vers la nécessité d'un regard critique, d'une écoute attentive et d'une volonté inébranlable d'affronter ce qui nous met mal à l'aise. Car ce n'est qu'en embrassant l'intégralité de notre histoire, avec ses lumières et ses ombres, que nous pourrons véritablement nous libérer des chaînes de l'oubli et construire un avenir où la dignité humaine sera universellement célébrée. Que la vérité soit toujours notre boussole. C'est avec ce postulat que nous explorons les labyrinthes du passé, non pas pour revivre la douleur pour elle-même, mais pour démêler les couches complexes d'une histoire systématiquement déformée, étouffée et, bien souvent, effacée. La saga d'Anna, Zeka et Liberté n'est pas seulement un récit isolé de cruauté et de rédemption. C'est un microcosme, un miroir vivant des innombrables récits oubliés sous la poussière des archives coloniales, attendant patiemment une voix qui ose les raconter. Le système colonial portugais, soucieux de maintenir l'ordre et le récit de sa propre supériorité morale, a recouru à une violence non seulement physique, mais aussi épistémique, effaçant l'existence de quilombos prospères, de rébellions victorieuses et d'actes d'humanité défiant la logique de la déshumanisation. Le colonel Pedro ne fut pas le seul à tenter d'effacer l'histoire. Sa cruauté n'était qu'une facette d'un système bien plus vaste, s'étendant des fermes les plus reculées aux tribunaux métropolitains de Lisbonne. Des documents furent brûlés, des témoins réduits au silence et la mémoire collective manipulée pour construire un passé commode, où la résistance était perçue comme de la sauvagerie et l'oppression comme de la civilité. L'histoire officielle, écrite par les vainqueurs, était un outil de contrôle, destiné à justifier l'injustifiable et à perpétuer la domination. Mais, comme le montre l'histoire d'Anna et Zeka, l'esprit humain est résilient, et la vérité, malgré tous les efforts déployés pour l'enfouir, possède une force intrinsèque qui la pousse à émerger.
chaque fragment de journal intime, chaque murmure transmis de génération en génération, chaque légende racontée à la lueur du feu, était un acte de défiance contre cet effacement, une graine de mémoire plantée dans l'espoir d'un avenir où la vérité pourrait enfin s'épanouir. L'héritage de l'esclavage et du colonialisme résonne encore dans notre société, se manifestant par des inégalités structurelles, des préjugés profondément ancrés et la marginalisation persistante de groupes historiquement opprimés. Comprendre des histoires comme celle d'Anna et de Zeka n'est pas seulement un exercice de mémoire, mais une étape fondamentale pour démanteler les séquelles néfastes de ce passé. Cela signifie reconnaître que la résistance n'était pas un événement isolé, mais une constante, une flamme qui brûlait dans des cœurs comme ceux de Zeka et de Duty, et qui s'est transmise aux nouvelles générations, comme Liberté, devenue leader de son peuple. Cela signifie comprendre que l'humanité n'était pas seulement du côté de ceux qui détenaient le pouvoir, mais qu'elle s'épanouissait souvent avec une intensité encore plus grande chez ceux qui étaient déshumanisés, mais refusaient de perdre leur essence. La vérité est un phare qui éclaire non seulement le passé, mais aussi le chemin vers l'avenir. Elle nous invite à remettre en question les récits dominants, à rechercher les voies réduites au silence, et à construire une compréhension plus juste et plus complète de qui nous sommes et d'où nous venons. L'histoire d'Anna, la fille du colonel qui refusa d'être un simple pion dans un jeu de pouvoir pervers, de Zeka, l'esclave qui trouva la force de mener une révolte et de bâtir une communauté d'amour, et de Liberté, l'enfant né au milieu de la barbarie et devenu un symbole vivant de liberté, témoignent indéniablement de cette capacité de résilience. Elle nous rappelle que la dignité ne se vole pas, elle se donne, et que le choix de rester humain, même dans les circonstances les plus inhumaines, est la forme de résistance la plus puissante. Ainsi, l'engagement de cette chaîne va au-delà du simple récit. C'est un appel à l'action, à une réflexion permanente sur les vérités qui restent à révéler et à comprendre. C'est un effort pour que les leçons du passé ne soient pas perdues, que les voix de ceux qui ont souffert et résisté soient entendues, et que la mémoire soit une force agissante pour construire un monde plus juste. La boussole de la vérité nous guide vers la nécessité d'un regard critique, d'une écoute attentive et d'une volonté inébranlable d'affronter ce qui est inconfortable. Car ce n'est qu'en embrassant la totalité de notre histoire, avec ses lumières et ses ombres, que nous pourrons véritablement nous libérer des chaînes de l'oubli et construire un avenir où la dignité humaine sera universellement célébrée. Mais cette célébration, cet avenir de pleine dignité ne naît pas du néant. Elle se forge dans le creuset de la vérité, alimentée par le courage de revisiter ce qui a été douloureux et par l'engagement indéfectible de donner la parole à ceux qui ont été réduits au silence. L'histoire d'Anna, Zeka et Liberté, dans sa singularité et sa représentativité, n'est pas un simple écho lointain d'un passé révolu. C'est un appel résonnant au présent, une interpellation directe de notre conscience collective. L'effacement systématique de récits comme le leur a laissé de profondes cicatrices, non seulement dans les archives officielles, mais aussi dans l'âme même d'une nation. L'amnésie historique n'est pas un état neutre, c'est une condition imposée, un outil de pouvoir qui déforme la perception de la réalité, perpétuant les injustices et les inégalités sous le voile d'un passé convenable. Lorsque l'histoire n'est racontée que par les vainqueurs, les vérités des opprimés sont anéanties, et avec elles, la possibilité d'une véritable compréhension des racines de nos problèmes contemporains. La lutte pour un avenir plus juste commence par la mise au jour de ces vérités, par la reconstruction d'une mémoire inclusive et honnête, qui reconnaisse la complexité, la douleur et la résistance de tous ces acteurs. Cette chaîne n'est donc pas seulement un dépôt de faits, c'est un champ de bataille pour la mémoire, un espace où la boussole de la vérité nous guide à travers l'épais brouillard de l'oubli. Chaque histoire que nous mettons en lumière, chaque vie que nous sauvons de l'anonymat imposé, est un acte de réparation, une pierre angulaire de la construction d'une compréhension plus complète et, par conséquent, d'un avenir plus équitable. C'est la promesse que les voix autrefois réduites au silence résonneront désormais avec une force renouvelée, informant, inspirant et remettant en question les récits qui tentent encore de nous enfermer dans des visions limitées et préjugés du passé.
Le choix d'Anna de défier la méchanceté de son père, la dignité inébranlable de Zeka qui a protégé non seulement sa mère, mais l'essence même de son humanité, et la naissance de Liberté, symbole vivant de la liberté acquise, sont plus que des événements historiques. Ce sont des paradigmes de résistance, des exemples qui montrent que, même sous les formes d'oppression les plus brutales, l'esprit humain peut s'élever, refuser d'être brisé et, en effet, construire de nouvelles réalités. Ils nous enseignent que la véritable liberté ne se résume pas à l'absence de chaînes physiques, mais à la présence d'une conscience critique, d'une mémoire vive et d'une volonté inébranlable de vivre dignement. C'est à ce stade que votre participation devient non seulement pertinente, mais cruciale. Si l'histoire d'Anna et Zeka a résonné en vous, si elle a suscité l'indignation face à l'injustice et l'admiration pour la résilience, alors vous faites partie de cette chaîne. Nous ne pouvons pas laisser le silence occulter à nouveau ces vérités. Chacun de nous a le pouvoir d'être gardien de la mémoire, de veiller à ce que ces leçons ne soient pas perdues, mais transmises, débattues et comprises par les nouvelles générations. C'est un engagement envers le passé, mais surtout un investissement dans l'avenir que nous souhaitons construire. Un avenir où la vérité est le fondement et la dignité, la pierre angulaire. Alors, au terme de ce voyage, alors que les ombres du passé se dissipent et que la lumière de la vérité illumine les chemins, nous vous invitons à nous rejoindre. Votre curiosité, votre désir de savoir, votre volonté d'affronter les complexités de l'histoire sont l'énergie qui alimente ce projet. C'est avec cette énergie que nous continuons à exhumer des secrets, à donner la parole aux oubliés et à remettre en question les récits qui nous sont imposés. L'histoire d'Anna, Zeka et Liberté n'est qu'une histoire parmi des millions, un fragment d'une mosaïque bien plus vaste qui reste à assembler. Et chaque pièce que nous découvrons, chaque histoire que nous racontons, nous rapproche un peu plus de l'ensemble, de la vérité qui nous libère. Puisse la flamme de la mémoire, allumée par ces récits de douleur et de triomphe, ne jamais s'éteindre. Puisse-t-elle continuer à brûler intensément, illuminant non seulement ce que nous étions, mais surtout ce que nous pouvons et devons être. Car l'histoire vraie, l'histoire complète, est notre héritage le plus précieux, et la responsabilité de la raconter et de la préserver nous incombe à tous. Ce n'est pas un fardeau, mais un privilège, un appel à la conscience qui nous relie à une humanité commune, souvent brutale, mais toujours capable de résistance et de rédemption. Puisse la quête incessante de la vérité être l'héritage que nous laissons, un témoignage que, malgré toutes les tentatives d'effacement, la voix des opprimés trouvera toujours un moyen de résonner à travers le temps. Cette quête incessante de la vérité, cet engagement envers la mémoire, n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est un acte de justice permanent, un moyen de renverser le silence imposé et de garantir que les cicatrices du passé soient comprises et non simplement oubliées. C'est la reconnaissance que les voix étouffées par le fouet et la plume des oppresseurs méritent et doivent être entendues. Les histoires d'Anna, Zeka et Liberté sont plus que des récits de douleur et de résistance. Ce sont des leçons vivantes sur la capacité humaine à trouver la dignité dans la déshumanisation, à construire l'espoir dans le désespoir et à forger la liberté malgré les chaînes les plus lourdes. Elles nous rappellent que la vérité, aussi gênante soit-elle pour les pouvoirs en place, est la seule boussole capable de nous guider vers un avenir où la dignité est indiscutable, et la justice, un pilier inébranlable. L'héritage que nous laisserons ne se mesurera pas à l'aune de nos richesses accumulées, mais au courage d'affronter notre histoire, d'en tirer les leçons et de veiller à ce que les erreurs du passé ne se reproduisent jamais. Puisse l'histoire d'Anna, Zeka et Liberté ne pas être un simple écho lointain, mais un phare illuminant la persistance de l'humanité, même au plus profond de la barbarie. Elle nous enseigne que la dignité ne peut être volée, seulement abandonnée, et que le choix de rester humain, même dans les circonstances les plus inhumaines, est la forme de résistance la plus puissante. La méchanceté du colonel Pedro s'est heurtée à la force inébranlable des âmes qui ont refusé d'être inférieures à ce qu'elles étaient, construisant la liberté là où il n'y avait que des chaînes. La justice, même tardive, trouve toujours le moyen d'émerger et d'exiger la reconnaissance. En fin de compte, c'est là l'essence même de notre objectif, exhumer les vérités qu'ils ont tenté d'étouffer,
Donner la parole à ceux qui sont réduits au silence et faire en sorte que la mémoire participe activement à la construction d'un avenir plus juste. Les autorités coloniales ont tenté d'effacer le cas d'Anna, car il révélait l'hypocrisie brutale et la corruption morale d'un système qui se nourrissait de déshumanisation. Mais la vérité, telle une rivière souterraine, finit toujours par remonter à la surface. La connaître nous invite à une profonde réflexion. Combien d'histoires de résistance et d'amour ont été perdues, et combien attendent encore d'être révélées? Si ce récit a touché votre âme et éveillé le besoin de remettre en question ce que vous avez appris, ne le laissez pas se perdre à nouveau. Votre participation est essentielle. Abonnez-vous à cette chaîne pour que nous puissions poursuivre notre voyage de découverte et que davantage de voix réduites au silence puissent résonner. Activez la cloche pour être parmi les premiers à recevoir chaque nouvelle histoire. Et surtout, partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'éveiller leur conscience. Chaque j'aime, chaque commentaire et chaque partage sont un acte de résistance contre l'oubli, un hommage à ceux qui se sont battus pour leur humanité. Alors que nous terminons cette histoire, que la flamme du souvenir reste allumée dans nos cœurs. Jusqu'à la prochaine, où nous découvrirons un autre chapitre de l'humanité. Et n'oubliez jamais, l'histoire appartient à ceux qui ont le courage de la raconter, de l'affronter, d'en tirer des leçons, et non à ceux qui tentent de l'enfouir sous le poids du silence et de la facilité. Que la vérité soit toujours notre boussole, notre guide inébranlable.